Donc, professeur Marquette, qui nous vient de Lille, enfin ça fait assez longtemps qu'il est arrivé de Lille, je ne sais pas ce qui l'a poussé à quitter ses terres natales pour venir chez nous, mais en tout cas on en est ravis. Il est arrivé ici il y a 9 ans, donc professeur de pneumologie. Il me regarde, si je me trompe, je pense qu'il va se fâcher. Alors je vais lire mes notes parce que je crois que c'est plus sûr pour moi. Alors, professeur donc depuis 9 ans au CHU de Nice, où il dirige le service de pneumologie, oncologie thoracique et soins intensifs respiratoires, il faut que je respire moi aussi. Il a surtout donc développé en particulier une prise en charge très originale de l'emphysème, qui est aujourd'hui un petit peu développé partout dans le monde, emphysème qui est un handicap respiratoire majeur. Il aime beaucoup la recherche puisqu'il collabore avec plusieurs chercheurs dans la région, notamment au centre de Sophia Antipolis, mais également à l'IRCAN, qui est spécialisé dans le cancer et le vieillissement. Il a plein de thèmes qu'il aime, mais en particulier les liens entre la pollution de l'air et la santé. Ça, vous y tenez énormément et vous participez à de gros projets sur ce thème. Et surtout, il a une passion pour l'enseignement et on va pouvoir le mesurer tout de suite. Enfin j'espère. Allez, je vous cède le micro. Merci pour cette gentille introduction. Je vais tenter de vous expliquer la physiologie, comment ça marche quand on respire, en utilisant des mots compréhensibles pour d'autres personnes que les spécialistes du poumon. Alors d'abord, la physiologie de la respiration, c'est précédé par une question, c'est pourquoi respirons-nous? C'est pour faire joli? Non, on en a besoin, c'est vital. C'est vital pour pouvoir bouger, mais c'est vital à l'échelon même de la cellule, de tout être vivant, nous autres, Homo sapiens, mais n'importe quel être vivant respire, et c'est vrai déjà au niveau de la cellule. Alors la respiration, qu'est-ce qu'il faut pour respirer? Il faut 2 choses. Il faut un gaz, l'oxygène, et ça a été la source de l'apparition de la vie sur la Terre, l'apparition de l'oxygène, et il faut du carbone sous forme d'hydrate de carbone, c'est globalement le glucose. Si vous avez ces 2 éléments essentiels, la cellule peut respirer. La cellule peut respirer et ça va permettre à la cellule de développer de l'énergie, c'est ce qui va nous permettre de bouger, mais aussi à la cellule de se multiplier en produisant ce qu'on appelle de l'ATP dans le cadre du cycle de Krebs, mais il y a d'autres façons de développer de l'énergie. Ça entraîne aussi la fabrication de gaz carbonique, le CO2, et d'eau. Donc c'est une réaction assez simple. Oxygène et hydrate de carbone produisent du gaz carbonique, de l'eau et de l'énergie. Ça, c'est la base. Donc vous voyez déjà que la respiration, c'est un système entrant, l'oxygène en termes de gaz, et un système sortant, le gaz carbonique. Alors, comment on arrive à faire ces échanges oxygène-gaz carbonique? Eh bien, d'abord, on a les voies respiratoires. Les 2 orateurs précédents vous ont déjà bien expliqué la chose, donc on ne rentrera pas dans le détail, mais on rappellera simplement que pour amener l'air, on passe par un arbre bronchique. Cet arbre a 22 à 25 ordres de division, donc les tuyaux se divisent 25 fois entre l'entrée ici et l'arrivée dans l'alvéole. Et il y a les poumons avec caché au milieu, protégé au milieu, le cœur. Et cette interaction cœur-poumon sera développée aussi par le docteur Houp un peu plus tard dans l'après-midi. Donc on peut schématiquement distinguer les voies de conduction, les bronches, qui ne font qu'amener l'air du haut vers le bas. Alors le qu'amener, ça peut sembler restrictif, parce que certes ça conduit l'air, mais surtout ça le réchauffe et ça l'humidifie. Si nous respirions de l'air sec et froid, on mourrait en quelques heures par destruction de nos alvéoles. Donc, les voies de conduction, ce n'est pas juste des tuyaux, c'est des tuyaux qui réchauffent et qui humidifient, mais aussi qui épurent. Nous avons des microcils dans nos voies respiratoires qui remontent toutes les poussières qu'on respire. Ceci associé au mouvement de toux remonte
ce qu'on respire tout au long de notre vie. À côté de ces voies de conduction, nous avons les surfaces d'échange, c'est-à-dire que l'air arrivé en périphérie du poumon, au niveau des alvéoles, on en a environ 300 millions, va échanger l'oxygène et le gaz carbonique, et cette surface d'échange, grâce à la structure tridimensionnelle des alvéoles, est énorme, c'est-à-dire que dans le poumon d'un adulte, on a une surface d'échange qui est à peu près égale à la moitié d'un terrain de tennis. Donc c'est absolument colossal. Alors, comment on va faire rentrer cet air à travers nos voies de conduction pour l'amener jusqu'au niveau de la surface d'échange? Eh bien, on va inspirer, ça, on l'a déjà vu partiellement grâce à un muscle essentiel qui est le diaphragme, qui est ce muscle en forme de coupole qui, lorsqu'il se contracte, s'aplatit, s'abaisse et crée un vide dans notre cage thoracique qui, comme le piston de la seringue qu'on tire vers le bas, fait entrer l'air. Ça, c'est le muscle respiratoire principal qui fonctionne. Alors, ce n'est pas volontaire ou involontaire, c'est automatique. Ça, c'est automatique, heureusement, entre notre naissance et notre mort, sans qu'on fasse attention, qu'on soit conscient ou inconscient, il fonctionne automatiquement, mais aussi sur commande. Je peux décider maintenant d'arrêter mon diaphragme et de reprendre la fonction de mon diaphragme quelques secondes ou quelques minutes plus tard. Je peux décider de l'accélérer aussi. Donc on a le réflexe et le contrôle. Et associé à ce muscle principal, vous avez des muscles inspiratoires accessoires. C'est-à-dire qu'au repos, quand je parle, quand je suis au repos, là, ces muscles ne fonctionnent pas. Seul mon diaphragme fonctionne. Ces muscles accessoires, heureusement qu'ils sont là, ils vont se mettre en œuvre, ou en action en tout cas, dans deux circonstances. La première circonstance, je suis malade. J'ai une maladie pulmonaire, une pneumonie aiguë, ou une maladie chronique, et mon diaphragme me fatigue. Je vais mettre en route ces muscles de secours, que sont les muscles inspiratoires accessoires, dessinés ici, les sternocléidomastoïdiens, c'est le muscle qui est ici, les scalènes qu'on voit un peu moins bien, parce qu'ils sont plus profonds, et les muscles intercostaux externes. La deuxième situation où ces muscles vont être mis en action, c'est l'effort. Si je me mets à courir, si vous me filmez en train de courir, vous verrez que ces muscles fonctionnent automatiquement et aident la fonction inspiratoire qui ne sera pas assurée que par mon diaphragme. L'expiration, quant à elle, est essentiellement passive. Ça, Patrick Baquet vous l'a déjà dit. Ce qu'il ne vous a pas mentionné, parce qu'il est avant tout digestif, ce docteur, c'est que cette expiration passive, c'est avant tout l'élasticité du poumon qui drive l'expiration. C'est le retour du poumon à sa position de repos qui fait que quand j'ai tendu l'élastique en inspirant, cet élastique revient à sa position de repos et l'expiration est passive. Il est vrai que chez un adulte allongé sur le dos, quand on inspire, on soulève la tripe, et la tripe, en reprenant sa position, remonte le diaphragme à l'expiration, et là, l'abdomen, à l'expiration, participe aussi à la sortie passive de l'air. Comme pour l'inspiration, il existe des muscles expiratoires accessoires que l'on peut driver activement ou automatiquement à l'effort. C'est les barrettes de chocolat dont il vous a parlé, mais pas que. C'est aussi quand vous soufflez les bougies d'un gâteau, si vous mettez votre main sur le ventre et que vous faites, vous allez sentir que ça se contracte. Donc l'expiration est essentiellement passive, mais peut aussi être active. Donc si on résume, je soulève le soufflet à l'inspiration, activement, et je relâche, l'air sort. Ça, c'est les mouvements respiratoires que vous faites entre votre naissance et votre mort. Et vous allez le faire un certain nombre de fois. Au repos, on inspire et on expire 15 à 17 fois par minute, ce qui fait
comme à chaque fois on inspire à peu près un demi-litre pour un adulte, 7 litres par minute, 10 mètres cubes par jour, et globalement, si vous schématisez une petite piscine de jardin, et ben en respirant, si vous respiriez l'eau, enfin bon, si c'était de l'air à l'intérieur, vous videz la piscine en 2 jours. Ça vous donne ce qui se passe, non mais ça vous donne un ordre de grandeur que respirer, c'est pas rien, hein, c'est du volume. Mais ça ne consomme rien. Pour respirer, moins de 5%, voire moins de 3% de notre métabolisme, de l'énergie qu'on dépense tous les jours, sert à respirer. Donc c'est tranquille la respiration. Quand on n'est pas malade, je dis bien quand on n'est pas malade, respirer, ça ne coûte pas en termes d'énergie. Parce que les résistances sont faibles. Pour faire rentrer un demi-litre d'air dans nos poumons, on a une dépression qui est inférieure à 1 centimètre d'eau. Vous imaginez 1 centimètre d'eau, quand vous aspirez sur une paille, c'est faire bouger d'1 centimètre le niveau de l'eau dans la paille, c'est rien du tout. Donc c'est pas difficile de respirer. En revanche, soit quand vous êtes malade, soit à l'effort, ça change considérablement. Et à l'effort, on peut respirer à chaque respiration jusqu'à 2 litres, et non pas un demi-litre. On augmente sa fréquence respiratoire, et là c'est amusant, mais d'un individu à l'autre, si je demande à madame de courir et à monsieur de courir, il y en a un qui augmentera sa fréquence, l'autre sa capacité respiratoire. À la fin de l'effort, ils augmenteront tous les deux. Mais c'est génétiquement déterminé le fait qu'on joue sur l'un ou sur l'autre. Et on peut ventiler jusqu'à 120 litres par minute, soit 170 mètres cubes par jour. En gros, la piscine, on la vide en 3 heures. C'est-à-dire qu'un marathonien qui court le marathon en 3 heures, c'est déjà pas mal, hein, le marathon en 3 heures, eh bien, il ventile l'équivalent d'une piscine. Donc vous voyez un petit peu, c'est pas rien en termes de capacité. Et là, l'énergie consommée par notre respiration, ça peut représenter jusqu'à 30% de notre métabolisme. Donc ça coûte énormément. C'est pour ça qu'on ne va pas courir à la vitesse du marathonien en 3 heures pendant 24 heures. On n'aura pas assez d'énergie. Ça, c'est vrai pour le sportif, mais pour le malade. Ceux qui souffrent de maladies respiratoires chroniques sévères, un des signes péjoratifs, c'est qu'ils maigrissent. Et ils maigrissent tout simplement parce qu'ils se bouffent eux-mêmes à respirer. Ça peut aller jusqu'à 30% du métabolisme qui ne sert qu'à respirer. Alors, on avait dit échange gazeux. La cellule a besoin d'oxygène et la cellule, quand elle métabolise le sucre, elle va recracher du gaz carbonique. Eh bien, notre poumon nous permet de faire rentrer de l'oxygène et de ressortir du gaz carbonique. Ceci se passe au niveau de nos alvéoles, ces petits sacs, 300 millions d'alvéoles qui sont en périphérie de notre poumon. Et il y a des systèmes de régulation, et c'est important puisque on va en parler avec Guillaume Néry lors de l'apnée, par exemple. Il y a des techniques de ventilation, et vous retiendrez simplement, on ne va pas faire des grosses formules, mais que le contenu de notre sang en gaz carbonique dépend de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la production de gaz carbonique, le métabolisme de nos cellules. Au repos, je produis peu de gaz carbonique. À l'effort, je vais en produire beaucoup. Et donc, j'hyperventile, et c'est le deuxième facteur qui rentre en jeu dans le contenu artériel en gaz carbonique, c'est la ventilation alvéolaire. C'est pour ça que je passe de 7 litres que je ventile par minute à 120 litres par minute pour évacuer tout le gaz carbonique. A l'inverse, si au repos, je me mets à hyperventiler, je vais faire baisser mon taux de gaz carbonique dans le sang, et c'est une des techniques qu'on utilise dans la plongée en apnée. Donc c'est important de savoir que le volume que je ventile par minute va driver mon contenu en gaz carbonique dans mes artères. Pour l'oxygène, c'est tout à fait différent. Le contenu dans nos artères, le contenu en oxygène, dépend de 2 grands facteurs. Le premier, c'est la fraction d'oxygène dans l'air inspiré. Dans cette pièce ici, on a 20% d'oxygène. 1/5 de l'air, c'est de l'oxygène. 4/5, c'est de l'azote. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est le taux d'hémoglobine, les globules rouges qu'on a dans notre sang et qui
nous permettent de porter l'oxygène. Et c'est très peu dépendant de la ventilation alvéolaire. Donc hyperventiler ne sert à rien pour faire monter l'oxygène qu'on a dans notre sang. Ça ne sert à rien. Le seul moyen d'avoir plus d'oxygène, c'est de respirer à travers des bouteilles d'oxygène, ce que font les plongeurs en bouteille, ou de prendre de l'EPO, ce que font certains sportifs, pour augmenter le taux d'hémoglobine. Et donc la respiration, c'est un système intégratif. C'est je capte l'oxygène qui rentre dans mes poumons et je le recrache le gaz carbonique. Il faut une pompe, le cœur, il faut un transporteur, l'hémoglobine, et tout ceci est utilisé au niveau de la cellule. Ce qui explique que la dyspnée, c'est j'ai une sensation désagréable pour respirer, c'est pénible de respirer. La dyspnée, ce n'est pas qu'une maladie du poumon. Si vous avez une maladie de la pompe, si les shadocks sont fatigués, la pompe qui dysfonctionne peut suffire à créer cette sensation désagréable qu'on appelle la dyspnée. Si vous avez des règles abondantes et que vous avez une anémie, vous transportez moins d'oxygène et vous serez dyspnéique. Si, en revanche, c'est le poumon qui est atteint, vous faites une crise d'asthme, les voies respiratoires se rétrécissent, vous aurez l'impression de respirer à travers une paille toute petite, vous aurez une dyspnée. Et là, si en revanche vous prenez par exemple 80 kg en quelques mois, vous devenez obèse morbide, vous devez soulever une grosse couche de gras au niveau de votre thorax et votre abdomen, vous serez essoufflé alors que votre poumon, votre cœur, vos vaisseaux seront normaux. Et le plus incroyable, c'est que tout peut fonctionner comme il faut et on est essoufflé. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'hyperventilation. C'est une situation qui peut être créée par des stress violents. On a été agressé, on a failli mourir, on peut, dans les mois et années qui suivent, présenter un syndrome d'hyperventilation. C'est des gens qui ventilent trop par rapport à leur niveau d'effort. Ils sont au repos et ils ventilent trop. Et ça génère un état pénible d'essoufflement qui se traite par différentes techniques dont on parlera peut-être cet après-midi. La deuxième situation où tout fonctionne mais on est essoufflé, c'est le manque d'entraînement. Il ne fait pas beau en ce moment, là je me prépare pour le marathon de Jérusalem au mois de mars, eh bien ça fait 6 jours que je n'ai pas couru. Si je vais courir demain matin, je serai essoufflé. Si je maintiens mon entraînement régulier, pour la même distance, la même vitesse, je ne serai pas essoufflé. Ce n'est pas mon cœur et mon poumon qui changent quoi que ce soit, c'est l'entraînement. Donc vous voyez qu'il existe des situations où on est essoufflé sans que rien ne dysfonctionne. Une troisième situation où on est essoufflé, c'est les situations mécaniques. Si je vous demande tous ici de prendre 1 litre d'air dans votre poumon, voilà, vous ne le videz pas, hein, et vous restez comme ça. Vous allez essayer de vivre comme ça pendant 5 minutes. Rien que à cause de phénomènes des récepteurs à la tension, les récepteurs mécaniques, là je suis déjà essoufflé. Et donc si je n'arrive pas à remettre mon thorax à une position de repos, je resterai essoufflé. Alors que dans toute cette histoire, mon cœur et mon poumon ne sont pas malades. Et je conclurai par 3 diapositives. Vous avez vu qu'on respire de l'oxygène, on recrache du gaz carbonique, mais malheureusement, je vous ai dit que dans l'air, il y avait de l'oxygène et de l'azote, il n'y a pas que. Il y a aussi de la pollution. Et ça, entre votre naissance et votre mort, vous serez exposé à cette pollution, qui va avoir 3 conséquences. Une agression directe sur vos voies respiratoires, c'est typiquement les pics d'ozone. Les pics d'ozone créent des crises d'asthme, des exacerbations de BPCO, des irritations des muqueuses oculaires, nasales et bronchiques. Deuxième conséquence, vous respirez des particules de diesel notamment, et vous allez développer des cancers du poumon. Et troisième conséquence, les particules fines, les très fines, les 2,5 microns, et certains gaz passent la barrière au niveau de vos alvéoles et rentrent directement dans le sang. Et c'est la raison pour laquelle, lors des pics de pollution, vous avez des pics d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. Je vous remercie pour votre attention.